l'océan a ses grottes silencieuses, profondes, calmes et solitaires. Bien qu'il y ait de la fureur dans les vagues, en dessous d'elles, il n'y en a aucune. Au cours des dernières semaines d'entraînement, j'avais mémorisé presque chaque recoin du Tuscany. Chaque cadran et chaque affichage, chaque bouton, chaque écran et chaque nuance de la structure. Et la qualité de l'artisanat du sous-marin personnel ne cessait de m'émerveiller. C'était un remarquable exploit d'ingénierie, cette petite bête. Conçue avec tant de soin que même l'équipement sur la coque pouvait supporter plus de pression d'eau que la mer ne pouvait en exercer à n'importe quelle profondeur atteignable. C'était mon Pégase, mon cheval de Troie, mon propre Apollo 11. Et à l'intérieur de cette matrice de mousse syntactique en couche, je suivrai le lest jusqu'aux profondeurs gratuites et inexplorées de la gueule de Higgins. J'ai commencé une séquence de séparation et le submersible de plongée profonde s'est détaché de l'escorte et a plongé sous la surface du Pacifique avec silence et grâce et quelques nœuds de vitesse. Et puis, j'ai été englouti dans un tout nouveau monde, même si je le fréquentais déjà, celui de la mer. Des bancs de poissons nageaient devant moi, et lorsque leurs nuages traversaient un rayon de soleil, ils scintillaient d'argent. En dessous d'eux nageaient des raies qui ondulaient leurs ailes au rythme du courant, et parmi les rochers, les crustacés ramperaient, et la végétation marine ornait toutes les pierres blanchies comme des décorations de fête. Mais j'avais un rendez-vous à honorer. Et la bouteille d'oxygène était une horloge exigeante. Alors j'ai plongé au-delà de l'ancienne barrière de corail et je suis allé dans les eaux libres, là où le fond marin était invisible sur des kilomètres et des kilomètres. La gueule, avait dit Ruben. À 50 000 pieds sous terre, Booker. 50 000, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bien plus profond que l'abysse Challenger. Il a hoché la tête à ça. Tu es prête à entrer dans l'histoire? Est-ce que je l'étais? Je pensais que je l'étais. Je me préparais à ce plongeon solitaire depuis quelques années déjà. C'était l'aboutissement d'une vie entière de travail et d'études dans ce domaine. Et son emprise sur mon esprit était si forte que j'en rêvais souvent la nuit, de ce que je trouverais au fond, de ce que cela signifierait et des choses monstrueuses qui pourraient s'offenser de ma présence là-bas. Non, j'ai repoussé cette pensée. La Toscane me suffisait comme protection à cet égard. Elle offrait une technologie de pointe à la place d'une coque épaisse, et cela suffisait à résister à une pression d'eau capable d'écraser les os sous la peau et des centimètres d'acier. Quel animal avait des mâchoires plus puissantes que l'océan lui-même à cette profondeur? Alors j'ai activé les propulseurs et je suis descendu comme une balle vers la faille. Je surveillais le profondimètre autant que la mer. 100 pieds, 200, des requins, des tortues et d'innombrables poissons défilèrent devant moi. 300 pieds, 500 pieds, 700 pieds, 1000, 1250, l'inverse de la hauteur de l'Empire State Building. 1500, 1600, l'eau devenait trouble, granuleuse et sombre, le soleil peinant à percer. 2000, 2525, 3000, 32, là où la lumière ne brille plus. Et bientôt, toute la lumière que j'avais pour éclairer le chemin devant moi et en bas provenait des lumières de la Toscane. J'ai descendu pendant des heures. Le manomètre montait par à-coups spasmodiques, mais il montait. Bientôt, l'aiguille dépassa le point où le poids de la mer aurait écrasé l'acier d'un autre navire, à 1 mile de profondeur, 1,3, 1,6, là où même les cachalots atteignent leur plongée la plus profonde. Je pouvais maintenant affirmer avec confiance qu'aucun mammifère sur Terre n'était aussi profondément immergé que moi à cet instant précis. Et je continuais à plonger, 2 miles, 2,1, 2,2... L'eau était désormais aussi noire que l'espace, sauf là où les lumières du Tuscany la traversaient, et l'épaisseur du liquide le faisait ressembler à de l'encre, du pétrole ou une sorte de boue extraterrestre qui s'étalait contre les hublots renforcés et glissait le long de la coque. Tout était oppressant ici, malgré l'immensité des lieux. Et pourtant, je plongeais quand même. 13 000 pieds, la zone abyssale. La pression atteint 11 000 livres par pouce carré.
j'ai vu un poisson-lanterne passer et il a été surpris par l'immense quantité de lumière diffusée par le Tuscany qui éclipsait sa propre lueur bioluminescente. Il s'est éloigné à la nage et j'ai plongé plus loin. 15 000 pieds, 3 miles, 3,1. Maintenant, les choses deviennent intéressantes. L'humanité avait visité ces profondeurs si rarement qu'on pouvait presque compter les expéditions sur les doigts d'une seule main. J'étais maintenant classée parmi un petit groupe d'explorateurs illustres, et même si je n'étais pas la première à atteindre ces profondeurs, j'atteindrais la plus profonde avant la fin du voyage. J'étais déterminée et en mesure de le faire. Alors j'ai vérifié le tableau des profondeurs. 16 281,4 pieds. Presque à mi-chemin du record du monde. Le Tuscany a poursuivi sa descente. À 20 000 pieds de profondeur, la zone Hadal. La pression ici est 1100 fois supérieure à celle de la surface. 22 000 pieds. 26. 29 000. La hauteur du mont Everest. Drench. 30,5. 31 000. À la même distance de la surface qu'un avion de ligne au sommet de son vol. Le Challenger Deep, ce qui avait auparavant été l'endroit le plus profond jamais enregistré sur le plancher océanique, se trouvait à environ 36 000 pieds sous la surface dans les profondeurs de la fosse des Mariannes. Aucune lumière du soleil ne l'avait jamais atteinte. Selon les meilleurs témoignages, la vie y existait de façon très clairsemée. La pression y est indescriptible, mais j'allais dans un endroit bien plus profond. Ruben avait dit qu'ils avaient trouvé un canyon, c'est tout ce qu'ils savaient. Le Grand Canyon des Nains se trouve en plein centre du fond marin du Pacifique, à environ 1200 km à l'ouest d'Hawaï et encore 900 km au sud, et, d'après nos estimations, à environ 50 000 mètres de profondeur. 36 000 pieds. J'étais désormais co-détenteur du record du monde. 50 000 pieds, pourquoi diable on ne le voit que maintenant? 36,5, je l'ai fait. Mon cœur s'est emballé, accélérant son rythme. Je détenais officiellement un record du monde. Aucun être humain dans l'histoire connue n'avait jamais été aussi profondément sous la surface que je l'étais à cet instant précis. La nouvelle technologie de balayage des fonds marins a aidé. Elle nous a donné une carte topographique de l'hydrosphère plus détaillée que jamais auparavant. Et une fois que nous avons eu les résultats, nous avons regardé et c'était là, juste devant nous, nous invitant à descendre. 37. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? 37,3. Si on le savait, on ne vous enverrait pas, n'est-ce pas? 37,9. Je suppose que non. 38. 38,5. Les terribles esprits des profondeurs tiennent leur communion là-bas et il y a ceux pour qui nous pleurons. Les jeunes, les brillants, les beaux. Higgins Mole, d'après les meilleures informations dont je disposais au moment du départ, est un gouffre d'environ 1 km de diamètre. Il commence à environ 14 000 mètres sous la surface et on estime qu'il atteint son fond à Higgins Deep, une petite vallée située à sa base, à environ 1500 mètres supplémentaires en dessous. Le gouffre est la formation de ce type la plus grande et la plus profonde de l'hydrosphère, et pourtant ses dimensions et son emplacement sont les seules choses que l'on connaisse concrètement à son sujet. C'est là, bien sûr, que j'interviens, ainsi que le Tuscany. À 13 000 mètres de profondeur, j'ai allumé les projecteurs sous le Tuscany et la lumière a révélé un paysage extraterrestre qui n'avait probablement pas été vu depuis plus d'1 milliard d'années. Il y avait des montagnes ici. Des montagnes. Des montagnes qui rivalisaient avec les Alpes et des arches sauvages, ainsi que des plateaux qui s'étendaient loin jusqu'à un horizon brumeux avant d'être engloutis par l'eau de mer. J'ai même observé de la vie dans les profondeurs. Une créature ressemblant à un calmar gigantesque a nagé près de mon bateau. Elle s'est arrêtée un instant et pendant ce moment, j'ai cru qu'elle pourrait s'offenser de ma présence. Mais après avoir longuement observé le Tuscany et effleuré le côté bâbord avec une tentacule, elle est repartie à la recherche d'autre chose. C'est bien, ma grande. Je suis descendue plus loin. 44 000 pieds. 45. Et puis, tout à coup, c'était là. La gueule béante.
Ma bouche est restée béante, stupéfaite devant l'immensité de la créature révélée. C'était un spectacle à couper le souffle. Un trou monstrueusement grand et tout aussi sombre dans la croûte terrestre qui plongeait à des profondeurs inconcevables. Je suis descendu un peu plus bas. 45 500, 46 000 pieds, et la Toscane est tombée dans son bâillement. Dans les profondeurs de cette chose, les ténèbres semblaient encore plus intenses, malgré l'absence de la lumière du soleil depuis longtemps. 46,5, 47, 47,2. J'ai commencé à sentir un faible courant qui me tirait vers le bas. Ce n'était pas particulièrement puissant, mais c'était inattendu et donc inquiétant. Malgré tout, je ne pouvais pas encore me résoudre à remonter à la surface. Je ferai demi-tour si ça devient dangereux. Alors, je suis descendu de plus en plus profondément dans la caverne. 48 000 pieds, 48,5, 49, 49,1, et puis je l'ai vu, une lueur. J'ai plissé les yeux et baissé mes lumières pour confirmer mon intuition. Mais qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? C'était bien là, une lueur rouge violacée, puis verte, puis à nouveau violette, et ensuite bleue, flottant sur une brume de courant à quelques milliers de pieds en dessous. J'ai repris et poursuivi la descente. 49,5, 49,7, 49,9. La lueur, quoi qu'elle fût, devenait plus profonde, plus large et plus brillante. Bientôt, elle a rempli tout le chemin en bas et devant. J'ai baissé les lumières d'ambiance du Tuscany au minimum et à 15 000 mètres, je pouvais voir que la lueur ne venait pas directement dessous moi, mais plutôt d'un côté et autour d'un large virage. Cette grotte n'est pas un puits droit et en effet, le trou atteignait ici son fond puis s'ouvrait sur la gauche. Mon Dieu, mon Dieu! C'était une chambre caverneuse d'au moins 1 km² et seule l'immensité de son rayon maintenait l'obscurité malgré la présence de milliers de bassins bioluminescents flottants qui pulsaient en violet, vert, bleu et rouge puis s'estompaient entre deux éclats. J'ai fait avancer la Toscane plus loin et ses caméras se sont activées. Les marins épuisés se reposent paisiblement sous leur mer bleue. Les solitudes de l'océan sont bénies car il y a de la pureté. La caverne devint encore plus sombre lorsque les gousses disparurent dans l'eau derrière le navire, mais il y avait ici plus à voir que des rochers. Toscane, environ un quart d'heure après être entrée dans la chambre, passa bientôt devant une plante étrangement semblable à une corde d'une taille absolument impossible qui semblait s'étendre presque sur toute la hauteur de la grotte et s'élargissait à la base, bien que son pied soit enveloppé dans l'obscurité. J'ai approché le sous-marin pour une inspection détaillée en allumant ses phares au maximum. Mon cœur s'est emballé. Il y avait des ventouses dessus, chacune aussi grande que le Tuscany lui-même, et elles se tordaient et pulsaient sur toute la longueur de ce qui était maintenant très clairement une tentacule. Paniqué, j'ai repoussé Tuscany loin de cette chose. Mais quand j'ai essayé de la retourner, la base du trou a heurté la créature et s'est collée fermement à l'une des ventouses. J'ai activé les propulseurs et entendu un bruit de déchirure humide quand la machine s'est arrachée à l'emprise de la ventouse. Mais ensuite, la tentacule a pris vie. Elle a fouetté, tourbillonné et frappé dans la caverne, s'est plaquée contre le plafond, puis elle est tombée profondément là où l'obscurité recouvrait le sol. « Allez, ma belle !» J'ai remis les propulseurs et Toscane est repartie à toute vitesse dans l'obscurité, en direction de l'étang dont la lueur, j'espérais, me donnerait l'occasion d'éteindre les lumières du vaisseau et de m'échapper si j'avais cette chance. Mais très vite, j'ai commencé à entendre et à ressentir le mouvement de quelque chose d'indescriptiblement titanesque qui roulait sur le sol de la chambre. Ça grondait, tonnait, tremblait et secouait, et bientôt des nuages de terre et de roches jaillirent de l'obscurité, obscurcissant la vue devant moi, et j'entendais des rochers heurter le plafond de la grotte avant de retomber à l'endroit où ils étaient. Merde. Le bruit avait éclaté sur toute la largeur de la grotte en même temps.
Mes tympans ont failli éclater et ils l'auraient probablement fait si l'explosion n'avait pas été étouffée par les parois du Toscane. Le sous-marin a tremblé aussi, mais il a gardé suffisamment son intégrité pour que je puisse continuer à voler au-delà des capsules flottantes, dont certaines étaient maintenant renversées sur le côté et roulaient et retournaient vers la bouche béante du tunnel qui me ramènerait vers le large, en pleine mer profonde. Le Toscane s'est plié et a roulé sous le choc. Je me suis rendu compte que la tentacule avait jailli du sol et frappé le fond du navire entre ses ballastes. Mais heureusement, cela l'a projeté avec force vers le tunnel. J'ai fait rouler Toscane avec le choc et j'ai réussi à reprendre un peu de contrôle, puis j'ai activé les propulseurs pour tourner et remonter, revenant ainsi dans la gueule. Puis j'ai commencé à grimper. 52 000 pieds. 51. 51,5. 51. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Allez ma belle, allez, ne me laisse pas tomber maintenant. Ne me laisse surtout pas tomber maintenant. Si on le savait, docteur, on ne vous enverrait pas, non? 50,5, 50, 49,9, 49,6. La Toscane est montée à toute vitesse, et tout le temps qu'elle le faisait, je pouvais sentir le grondement de la poursuite de la tentacule dans les parois de la fosse. Elle s'est frayée un chemin à travers le tunnel en luttant avec acharnement. Mais la Toscane courait trop vite. 47,5, 47... 46,8, 46,4, 46 000 pieds et on monte toujours plus haut. Je suppose que non. Toscane a jailli de la gueule et s'apprêtait à remonter directement à la surface, mais alors la tentacule a surgi à côté d'elle et a failli fracasser sa vitre avant. J'ai poussé les commandes à fond et Toscane a viré à gauche et légèrement vers le haut, frôlant le sol. J'ai rallumé les phares pour naviguer dans le labyrinthe de rochers pendant que je peinais à reprendre l'ascension. Mais à la lumière du vaisseau, je l'ai vu. Ce n'étaient pas des rochers, finalement. C'étaient d'autres vaisseaux. D'immenses vaisseaux, des vaisseaux de guerre impériaux venus d'époques révolues. Tordus, déformés et brisés au fond de la mer, entraînés ici par ceux qui, à présent, se livraient à ma voracité. Les tentacules s'écrasaient derrière moi. Les mâts principaux, les remparts, les ponts plats, le fer rouillé et les coques de bateaux en bois étaient moments brisés et dispersés par les vents marins, ne se réunissant plus jamais. J'ai traversé ce cimetière nautique avec Tuscany à une vitesse bien trop élevée pour ma sécurité. Nous sommes passés sous des tours de navires, à travers des supports de canons, devant les pales de moteurs morts et autour de gouvernails. La cacophonie de ma fuite et la trajectoire de destruction tracée par ma chasseuse ont réveillé la vie dans cet endroit. Des poissons ont été délogés de trous, cabines, quartiers de capitaine et longs escaliers de pont me rejoignant dans ma fuite. Mais il semblait qu'il n'y avait aucune échappatoire ici. Sur des kilomètres, le sol entier tremblait et grondait avec une puissance sismique. Le vacarme était d'une intensité croissante, gagnant en vitesse et en violence. Toscane s'éleva enfin pour éviter de justesse, à moins d'un pied, un nid de corbeaux éclaté au sommet du mât et utilisa finalement cet élan dirigé pour mettre autant de distance que possible entre le fond marin et elle-même, à la vitesse maximale que ses propulseurs pouvaient supporter sans exploser sous l'effort. Le graphique de profondeur est remonté. 45,9, 45,2, 45 000 pieds, 44,8. Allez, espèce d'enfoiré. L'eau elle-même semblait déformer le son, et puis, soudainement, Toscane n'était plus la seule à répandre de la lumière dans l'abîme. Une lueur orange a traversé la mer et, l'espace d'un instant, a illuminé presque toute son immensité. Puis elle a clignoté, puis s'est rallumée et est restée allumée. J'ai éteint les lumières de Toscane pour préserver chaque molécule d'énergie pour l'ascension. 44, 2, 44, 43, 7. À mes côtés, dans la lueur, je distinguais d'autres créatures se retirant, d'une taille spectaculaire, inconnue de l'humanité, que je n'aurais malheureusement pas le temps de cataloguer. Il y avait des sortes de raies manta de la taille d'un bus, enveloppés dans des filaments de nuages de gelée transparente, et même ce calmar de la taille d'un immeuble, tous s'envolant vers le haut dans une panique générale. Et j'ai mené la charge. 43, 1, 42, 8, 4, 2, 3, 42.
J'ai regardé derrière moi, à travers la vitre arrière. La gueule avait bougé. Elle était vivante. Dieu Tout-Puissant, j'étais dans la gorge du Léviathan. J'y étais, putain. J'ai vu sa langue tentaculaire jaillir de sa gueule et attraper assez de poissons pour nourrir une petite ville. Toscane s'est envolé vers le haut alors que le Léviathan fouettait de plus grandes tentacules derrière lui et prenait de la vitesse avec la force d'un ouragan. Le Léviathan ouvrit à nouveau sa gueule et projeta sa langue tentaculaire, et avec elle, il souleva l'équivalent de plusieurs piscines olympiques d'eau dans un maelstrom de force ouragan. Le calmar géant fut pris dans sa fureur, puis il disparut à jamais dans l'abîme lorsque la gueule se referma avec un claquement tonitruant et résonnant. Toscane, quant à elle, s'éleva en flèche et échappa de justesse au tourbillon, à un pied près. 39,5, 39, 38,7, 38,2, 38 000 pieds, et ça monte encore, mais le Léviathan me poursuivait sans relâche, porté par le flot de son propre courant. Ses tentacules, chacune large de plusieurs dizaines de pieds et longue d'un mile, frappaient l'eau en arrière et tentaient de donner de la vitesse à leur hôte. 37,5, 37, 36,4. Toscane avait prouvé sa valeur par sa vitesse, et le manomètre chutait maintenant par à-coups. Il restait dans le rouge, et le resterait encore un moment, mais il baissait régulièrement alors même que l'indicateur de profondeur montait. 29 000 pieds, 28 300, 27 500. Mais le Léviathan poursuivait toujours. Pas encore. Je le sentais redoubler d'efforts. L'eau déplacée fit tanguer le Tuscany et elle se plia et roula dans le courant artificiel. Puis j'ai entendu la gueule s'ouvrir derrière moi et l'eau commencer à fouetter et tourbillonner dans une frénésie à la mesure de l'océan. J'ai poussé les propulseurs à leurs limites. La mousse synthétique d'encapsulation était comprimée à ses limites. Le verre renforcé a commencé à s'écailler très légèrement, mais les éclats se sont transformés en fissures, et ces fissures ont commencé à ramper sur toute la largeur des fenêtres. J'ai vérifié les jauges. 20 000 pieds. 19,8. 19,4. 19,3. L'ascension ralentissait. Allez, bébé, allez, s'il te plaît, mon Dieu, sois avec moi, sois... Dans la lueur orangée des yeux du Léviathan, je pouvais voir à quelle vitesse l'eau glissait devant Toscane et se faisait emporter dans le maelstrom. Le sous-marin a commencé à tanguer de bâbord à tribord, tremblant et secouant. 17,4, 17 000, 16,9... 16,3, 16,1, 16,000. Je regardais la jauge avec un désespoir nauséeux. 15,95, 15,92, je la sentais ralentir jusqu'à ramper. Allez. 15,925, 15,94, 15,96. Merde. Et c'était tout. Toscane a été attrapé et à peine le graphique de profondeur a-t-il commencé à glisser que j'ai senti tout le sous-marin perdre tout contrôle et basculer en arrière et dans tous les sens. J'ai été éjecté de mon siège et mon nez a heurté le toit de la sphère du pilote. Le sang a jailli, trempant ma chemise et éclaboussant la vitre ainsi que l'ensemble du panneau de contrôle. J'ai attrapé mon visage et commencé à appliquer une pression pour ralentir la perte de sang, mais Toscane a de nouveau basculé l'est sur l'est à tribord dans le tourbillon et m'a projeté contre l'échelle de la trappe. J'ai senti mon épaule se déboîter et ma rotule heurter violemment le barreau inférieur. Ma tête tournait alors que Toscane basculait en arrière. Les fissures sur la fenêtre s'étendaient rapidement. 16,3, 16,4... Je pouvais sentir l'intérieur du papillon de nuit à travers la coque du vaisseau, mais soudain, et pas une seconde trop tôt, j'ai eu une idée. Ce n'était pas une idée particulièrement bonne, mais bon sang, c'était toujours mieux que rien. J'ai réussi à boiter jusqu'aux commandes et à agripper les poignets alors que le vaisseau tanguait. Attends. Maintenant. Le rugissement était si proche que chaque surface de contrôle dans la sphère tremblait dans son boîtier. Mes tympans vibraient aussi.
Mais ensuite, j'ai rallumé les propulseurs à pleine puissance et en biais. La Toscane a tremblé, basculé et secoué, sortant tout droit du maelstrom avec seulement quelques centimètres de marge, avec un peu de chance. J'ai senti le bord de la gueule du Léviathan effleurer le flanc tribord et l'impact m'a de nouveau projeté contre le plafond pendant que le vaisseau roulait encore et encore, cul par-dessus tête. Je me suis cogné les côtes contre une aspérité de l'alcôve et je suis retombé sur le siège, la tête la première, puis sur le sol. Je me suis redressé avec mon bras valide et j'ai repris mes repères. J'étais libre, mais tout juste. Le Tuscany a de nouveau viré, basculé et roulé. Plus lentement maintenant, en l'absence du courant de la crue du tourbillon, mais pas encore maître de son attraction. J'ai tenté de m'éloigner en manœuvrant en vain. Le navire a pivoté autour de l'arrière de la gueule titanesque du Léviathan et a survolé sa tête tandis que la bête passait en trombe sous moi comme un train de marchandises. Et pour la première fois depuis que j'avais croisé le regard du monstre, j'ai commencé à vraiment prendre la mesure de son immensité. Son dos était une colonne vertébrale interminable, serpentiforme et hérissée d'ailerons acérés, de la taille d'une petite chaîne de montagne, et seules des manœuvres rapides ont permis à Toscane de s'éloigner des nageoires dorsales dentelées qui se dressaient vers moi et fendaient littéralement la mer. Elles m'ont frôlé de quelques pieds, et le souffle du courant qu'elles avaient soulevé a projeté le sous-marin en arrière, un peu plus loin, vers une relative sécurité. J'ai rapidement baissé les lumières au minimum et repris mon souffle alors que la forme entière du Léviathan passait devant moi. Il s'étendait loin dans l'abîme en dessous, sur plus d'1 mile, et traînait derrière lui des milliers et des milliers de tentacules, une véritable forêt, chacun de la taille d'une autoroute à 6 voies, terminée par des crochets acérés comme des rasoirs et une nuée d'ailerons en forme d'aile. Il a fallu 3 bonnes minutes pour que la bête passe entièrement devant moi, puis elle a tourné dans l'autre direction et est partie à la recherche d'autres choses à dévorer. La silhouette disparut bientôt dans l'ombre, puis elle s'évanouit complètement. Je suis remontée à la surface des heures plus tard, laissant la pauvre Toscane prendre son temps pour le trajet. Elle était entièrement responsable de ma fuite, malgré mon prétendu esprit vif. Un véritable prodige d'ingénierie, en effet. Une fois que j'ai atteint la surface, j'ai déclenché une balise de détresse, puis je me suis immédiatement effondrée d'épuisement. J'ai apparemment été secourue par les gardes-côtes quelques heures après, à des centaines de kilomètres au sud-ouest d'Hawaï. Ils m'ont extraite de l'épave quasi détruite de mon sous-marin et conduite à l'hôpital sur le continent. C'est là que je me suis réveillée, un jour entier plus tard. Pendant que je me remettais, j'ai entendu quelques conversations isolées sur une activité sismique énorme près de l'endroit où j'étais, et sur la façon dont tout le plancher océanique avait changé, bougé et s'était transformé. Mais ça m'était égal. J'ai tout dit à ces salauds. Et en plus de ça, ils ont le Tuscany, et ils ont toutes les preuves enregistrées. Et maintenant, vous avez ce compte-rendu écrit. Ce que chacun fait de ces informations maintenant dépend entièrement d'eux. Tout ce que je sais, c'est que je ne ferai plus de plongée de sitôt. Je me suis rendu compte que l'humanité dispose de plus qu'assez d'espace pour s'étendre, vivre et prospérer à la surface, près de la surface, sur la terre ferme et dans les airs. Et bientôt, j'espère, là-bas parmi les étoiles. Mais il y a des choses dans la mer qui possèdent les profondeurs, et peut-être vaut-il mieux que cela reste ainsi. Pour le bien de nous tous. La terre porte la culpabilité, la terre porte le souci, ses tombes sont agitées, mais le sommeil paisible y règne toujours. Sous les vagues bleu foncé. L'Union sportive et sociale district de Columbia a déployé sa cargaison, un sous-marin furtif de la Navy de classe Eisenhower à 2 hommes appelés Agincourt, sur lequel j'ai servi comme navigatrice aux côtés de l'ingénieur Lavelle. Une fois libéré, il s'est faufilé dans le Pacifique et a commencé à se séparer de son escorte. La mer était agitée ici.
Il y avait des poissons morts et des morceaux d'épaves de bateaux flottant dans le courant, mais ce n'était pas du tout inattendu. En fait, il a été récemment estimé que, depuis que le Léviathan s'est réveillé il y a quelques mois, il a perturbé de façon critique plus de 400 trillions de tonnes cubes d'eau. Et toute la vie qui s'y trouve, et qu'il devenait également une menace potentielle pour les routes maritimes ainsi que pour les opérations navales. Pour ces raisons, et d'autres encore, il a été classé comme une grave menace pour la sécurité nationale. Ainsi, la marine a construit l'Agincourt selon les plans de Toscane et a choisi Lavelle et moi-même pour le piloter, puis nous a ordonné à tous les deux de traquer le Léviathan et de l'attirer à la surface afin que le district de Columbia puisse intervenir pour l'abattre rapidement sans s'exposer lors de la poursuite. Pendant quelques heures après notre entrée en mer, il n'y avait guère d'autre que le calme et la masse imposante du district de Columbia qui nous suivait, mais même cela finit par disparaître dans l'eau de mer, et lorsque ce fut le cas, Lavelle et moi nous sommes retrouvés seuls au milieu de l'océan. Il est descendu par la trappe depuis le centre d'opération et m'a brièvement rejointe dans la sphère. Latner, tu es le navigateur. Comment vas-tu localiser cet objet en plein océan ? Je le suis déjà, tu vois ? J'ai montré du doigt un couloir d'eau de mer qui se dirigeait vers le nord et qui s'étendait sur des kilomètres. Nous le suivions depuis un certain temps. Lavelle pinça les lèvres. Je ne savais pas qu'il y avait un courant d'air si fort là-bas. Il n'y en avait pas, jusqu'à ce matin. Ce Léviathan est passé par ici il y a quelques heures, et il nous a laissé ça comme petit cadeau à toutes les deux. Nous le remercierons. Combien de temps encore avant de voir cette fichue chose ? Pas longtemps, vois ces poissons. J'ai fait un signe de tête vers un banc de ces créatures. Tu as déjà vu quelque chose comme ça ? Il a secoué la tête. Ils avaient l'air paniqués. Ils nagent vers nous pour une raison. En s'approchant, on verra mieux, patiente. Et c'est ce que nous avons fait. Ce qui avait commencé comme un banc de poissons isolés est vite devenu plusieurs, puis la retraite nautique a pris une ampleur démesurée, se transformant en un immense nuage grouillant de vie. Tout s'agitait frénétiquement et poussait désespérément vers le sud contre le courant, comme des oiseaux fuyant un nuage d'orage ou l'arrivée de l'hiver. Nous n'avons pas dit un mot jusqu'à ce que la foule se disperse, et Agincourt se retrouva de nouveau à flotter sur la mer ouverte et silencieuse. Puis j'ai arrêté complètement Agincourt et Lavelle a dit « Mon Dieu !» Devant nous, à moins de 2 miles, se trouvait une masse titanesque d'ombre, immobile et d'une taille à couper le souffle, si immense que même tous ses contours n'étaient pas entièrement visibles. C'était le Léviathan, les baleines bleues et les dinosaures eux-mêmes pâlissaient en comparaison de cette chose monstrueuse et montagneuse. Et alors que Lavelle et moi étions assises là à la contempler, elle fit son premier mouvement. Elle se détourna vers les profondeurs derrière elle, suivie d'une plongée brusque. Ce faisant, bien sûr, la silhouette de sa forme entière apparut, et la vue de cela nous coupa littéralement le souffle. Nous n'aurions pas pu prononcer un mot à cet instant, même si nous avions su quoi dire. Nous avons simplement fixé cette chose, essayant de notre mieux, bien que de manière dérisoire, d'apprécier l'étendue de son immensité. Il était aussi long qu'on l'avait dit, une énorme créature serpentine ondulante, dont la queue se divisait en 1000 autres queues qui flottaient, s'enroulaient, traînaient paresseusement derrière elle et disparaissaient dans l'obscurité profonde. Mais le voir en personne était une expérience totalement nouvelle. Avant de me dire un mot de plus, Lavelle sauta vers l'échelle et grimpa jusqu'à la salle des opérations. Agincourt à District de Columbia. Ici le lieutenant Lavelle, nous avons localisé le Léviathan. 33 930 4 par moins 153 470. Nous le poursuivons, mais il descend rapidement. Vérifiez le courant de retour. Suivez notre position, mais attendez pour engager jusqu'à ce qu'on le remonte vers vous. J'ai accéléré les propulseurs pendant qu'il parlait et j'ai suivi l'ombre fuyante vers les profondeurs. 12 nœuds de vitesse, 12,2, 12,4. L'Agincourt rampait, puis avançait, puis filait à toute allure à la poursuite d'un monstre. Lavelle est descendu par l'échelle de la trappe quelques minutes plus tard. Le district est en route. Il se dépêche ? Elle avance, mais elle ne se montrera pas tant qu'on n'aura pas ce salaud exactement où elle le veut.
Des idées à ce sujet? Un moment s'est écoulé avant que je dise « Tu as vu les images de la Toscane ?» Des bribes, oui. Eh bien, le pilote a attiré l'attention du Léviathan et il l'a poursuivi jusqu'à la surface. Mais il a réussi, non? D'après ce que j'ai entendu, il a arrêté la plongée en profondeur de justesse. Où veux-tu en venir? Je veux dire que l'Agincourt est plus rapide que le Tuscany. Si on arrive à le faire nous poursuivre, on pourra le distancer puis permettre au district de l'attaquer sur les flancs. Quelques torpilles sur son flanc, et boum. On aura une pièce de musée de 300 000 tonnes. Il y eut une autre pause, puis Lavelle la rompit avec la pire question de toutes. Et si le district ne pouvait même pas l'égratigner, vu sa taille? Dans ce cas, il faudra trouver une autre façon de rentrer. L'Agincourt a rempli ses ballastes et a suivi le Léviathan dans les profondeurs du Pacifique, au-delà de l'endroit où l'eau arrête les rayons du soleil à la surface. Et bientôt, il n'y avait plus rien à voir du tout. À partir de ce moment-là, c'est la modeste capacité du sonar du bateau qui nous a permis de continuer dans la bonne direction, avec parfois une légère poussée du courant provoquée par le monstre lui-même. Lavelle rompit un long silence. Quel est le plan? Je tente pour le moment d'attirer l'attention de ce satané objet. Plus nous serons près du district quand il nous remarquera, mieux ce sera. Mais pour l'instant, on va trop loin. Beaucoup trop loin. Et c'était vrai, d'après le relevé de profondeur, on venait de dépasser les 15 000 pieds et il fallait qu'on fasse demi-tour. Allez, attachez-vous. Il l'a fait sur le siège passager derrière moi. J'ai alors allumé les phares et enclenché les propulseurs. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Comme je l'ai dit, j'attire son attention. Mais ensuite, je me suis arrêté et j'ai relâché les propulseurs. Les lumières de l'Agincourt répandaient leur lueur dans tout l'abîme et elles le trouvèrent vide. Où Diable! est-ce que ça s'est installé? J'ai augmenté la luminosité des lumières et stoppé complètement le bateau. Je ne sais pas. Nous avons scruté l'eau à la recherche d'un signe de mouvement ou d'une ombre, mais il n'y avait aucun mouvement, rien d'autre que de l'ombre et du silence. J'ai fait passer Agincourt d'un arrêt à une vitesse de croisière légère et ses projecteurs balayaient, plongeaient et se projetaient sur les rochers. Rien. Merde. À moins que... J'éteins les lumières. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucune chance qu'un truc aussi gros ait juste disparu comme ça. Alors, où est-ce qu'il est passé? J'ai largué le ballast et ajusté le cap de l'Agincourt vers la surface, puis j'ai poussé les propulseurs plus fort que jamais. Il est resté sur place, sachant notre présence depuis le début. Il nous a simplement guidés dans le noir pour semer notre poursuivant. Quoi? Une chose de cette taille a peur d'être chassée? Ce n'est pas lui qui est chassé, mais nous. Agincourt s'est hissée à travers l'eau aussi vite qu'elle le pouvait, mais le temps jouait contre nous. Devant nous, nous avons vu l'ombre d'un titan se déplacer rapidement pour bloquer notre fuite. C'était une nuance entre le crépuscule profond et le noir de minuit. On doit agir, contacte le district. Lavelle détacha sa ceinture, se rua vers l'échelle de la trappe et la gravit 2 barreaux à la fois. Un instant plus tard, j'ai entendu le grésillement de la radio alors qu'il lançait un appel. Allô, district de Columbia, ici Agincourt. Vous me recevez? Terminé. Du grésillement, audible même dans la sphère du pilote. L'immense masse du Léviathan bloquait le signal. Continue d'essayer de contacter l'escorte. Je vais sortir de sous cette chose et dégager le passage. Bonjour, district de Columbia. Lieutenant Lavelle de l'Agincourt à l'appareil. Vous me recevez? Terminé? L'Agincourt a viré brusquement sur son flanc tribord et je lui ai donné toute la vitesse possible pour la fuite. 17 nœuds tout ronds. 17,3, 17,5, 17,7. J'ai levé les yeux. L'ombre du Léviathan baignait tout le fond marin de sa masse. Pourtant, nous avons continué à courir. Allô, district de Columbia, ici l'Union sportive et sociale Agincourt. Est-ce que vous me recevez? Terminé. Encore des interférences.
19 nœuds, 19,2, 19,4. L'Agincourt allait déjà plus vite que la plupart des navires, et pourtant l'ombre au-dessus de nous n'avait eu aucune difficulté à nous garder dans son périmètre. Sa source était si immense, 21 nœuds. District de Columbia, ici Agincourt. Vous me recevez? Terminé. Répondez. Toujours rien. 21,9, 22,2. J'ai levé les yeux. L'ombre était trouble et mal définie, mais je pouvais distinguer la forêt monstrueuse et étrangère de ces puissants tentacules qui s'enroulaient, se courbaient et s'étendaient dans toutes les directions en l'absence de mouvement. On aurait dit une étoile noire vue à travers une lentille temporelle déformée. Mais cela glissait derrière nous. Azincourt était bien plus rapide. 23,5. Bonjour, District de Columbia. Ici le lieutenant Lavelle de l'Azincourt. Vous me recevez? J'entendais toujours des grésillements, mais il y avait aussi des éclats de son plus clairs, juste à peine audibles. Nous commencions à avoir une meilleure réception, et rapidement. 25 nœuds. 25,3. Presque trop vite. Bonjour, District de Columbia. Ici Azincourt. Vous me recevez? Terminé. Vous m'entendez? J'ai levé les yeux et regardé derrière moi. 25,8. 25,9. 26 nœuds. Merde. Finalement, le Léviathan remontait à la surface sans nous poursuivre. J'ai allumé les lumières et propulseurs de l'Agincourt, puis largué ses ballastes. Nous avons commencé à remonter. Lavelle! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu de la chance avec la radio? Toujours rien. Pourquoi? Le Léviathan ne nous poursuit pas. Il remonte. D'accord. Digital l'attaquera à son approche. Il ne s'approchera pas. Il remontera juste sous le bateau. Le sous-marin ne pourra pas attaquer à cette distance. Il y a eu une pause. 23 nœuds maintenant. Nous avons perdu de la vitesse quand nous sommes montés. 23,1. Oh mon Dieu, bouge! Bouge! Bouge, bon sang, bouge! Fais-nous monter là-haut! Continue d'essayer de joindre le navire. 25,4 nœuds, 25,7. L'ombre massive du Léviathan remontait vers les eaux plus claires et je pouvais voir ses tentacules se mettre en place à mesure qu'il prenait de la vitesse. Allô, District de Columbia, ici Azincourt. Est-ce que vous me recevez? Terminé. Répondez! 27,3 nœuds, 3000 pieds sous la surface, environ 2000 jusqu'à la profondeur d'essai du district. Azincourt poursuivit son ascension, et peu à peu, à mesure qu'elle montait, les eaux commencèrent à s'éclaircir, le manomètre commença à baisser, et le Léviathan, nageant maintenant rapidement bien au-dessus et sur notre gauche, se rapprocha et devint plus visible. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pleinement compris, District of Columbia n'avait aucune chance, même dans un combat inégal. Cette bête était inarrêtable. Allô, District of Columbia, ici Azincourt, me recevez-vous? Terminé. 1500 pieds jusqu'à la profondeur d'essai de l'escorte. Allô, Azincourt, ici District of Columbia, je vous reçois, nous avançons. Écoutez-moi, enseigne, nous n'avons pas le Léviathan en remorque. Je le redis, le Léviathan n'est pas remorqué par nous. Il y a un écart entre nous qui se dirige vers les coordonnées mentionnées précédemment. Si vous êtes présent, retirez-vous sur le champ. Vous me recevez? Partez immédiatement. 1000 pieds, 800. 750. Signal perdu. Coordonnées transmises. 3 points ou moins 150.45. En attente. Colis. Attendez. Attendez. District de Columbia, ici le lieutenant Lavelle de l'Union sportive et sociale Agincourt. Vous me recevez? Est-ce que vous... Mon cœur cognait jusqu'à ma gorge. Je connaissais ce son, le rugissement du Léviathan des enregistrements de Toscane. De toute évidence, la bête avait épuisé son utilité pour la discrétion, et cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Merde. Lavelle m'a rejoint dans le cockpit. Jésus, c'était quoi ce truc? On est trop en retard, voilà ce que c'est. On est putain de trop en retard.
Et c'était vrai, même si le courant de vitesse de l'Agincourt nous a rapprochés avant que je ne le stoppe complètement. Mais c'était tout de même un arrêt avec vue. Une vue impuissante et terrible. Nous avons vu le dos montagneux du Léviathan et sa grande gueule recouverte d'un mur de boucliers formé par ses tentacules ondulants, absorbant une série de charges de torpilles tirées par le sous-marin d'escorte. Il a lancé une rafale de Mark 48 depuis les modules. Ces torpilles sont parties comme des fusées et ont explosé par vagues. Et pendant un bref instant, j'ai pensé que cela pourrait suffire, si c'était bien ciblé, à repousser le Léviathan. Ou blesser cette fichue créature, ou quelque chose comme ça. Mais la bête a encaissé les coups et a continué à ramper. Bientôt, le sous-marin n'avait que son arsenal balistique. Inadapté pour un tel combat. Il a commencé à se concentrer entièrement sur la retraite. Mais une classe Ohio est un mastodonte imposant, longue comme 2 terrains de football et pesant près de 19 000 tonnes longues de rivets métalliques. Il est rapide, mais pas assez rapide. Le district de Columbia était condamné. J'ai dit à Dixon d'essayer de contacter Lovell, ma voix tremblant en le faisant. Le district est réduit en poussière après le lancement de la dernière torpille du Columbia, comme je l'ai mentionné. Elle a filé à travers l'eau, traînant un sillage sautillant et éclaboussant, a frappé une tentacule et a explosé avec fracas, mais en vain, dessus. Et puis, après un moment de silence, le Léviathan s'est déployé et ses tentacules ont obscurci les derniers rayons du soleil au crépuscule. Et elles tourbillonnaient, s'enroulaient et enveloppaient leur immensité autour de l'épave du district. Et puis, le vaisseau disparut. Bon sang. J'ai éloigné Agincourt du festin à toute vitesse, 20 nœuds. 20,1, 20,4. Union sportive et sociale Dixon, ici le lieutenant Lavelle de l'Agincourt. Répondez, terminé. 22 nœuds. Allô Dixon, ici l'Union sportive et sociale Agincourt. Demande de récupération. Vous me recevez? Terminé? 23, j'ai ressenti un grondement, des secousses et un puissant déplacement d'eau derrière nous. L'Agincourt s'est plié et a roulé. J'ai regardé derrière. 23,5. Bonjour Dixon, ici Agincourt. Vous me recevez? Terminé. 23,6. Oh mon Dieu. Le Léviathan avait terminé son repas et faisait demi-tour. Ses tentacules à elles seules provoquaient un raz-de-marée. Et puis, mon Dieu tout-puissant, il était là. La gueule. C'était terriblement, monstrueusement et incroyablement énorme. Un gouffre béant et une bouche à la fois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vitesse, 24,1 nœuds, 24,6. Bonjour, Agincourt, Union sportive et sociale, Dixon à l'appareil. Nous répondons à votre demande de récupération. Quelle est votre direction? Le Léviathan a ouvert les yeux et l'Agincourt a soudainement été baigné d'une lueur orange. Putain, Lavelle. Attendez, Dixon. Quoi? 26 nœuds, annulez la récupération. Quoi? Pourquoi? 26,3. Il nous voit, dit à Dixon de se mettre à l'abri. On va tenter de le semer et se rejoindre plus tard. 26,8, 27. Dixon, tu me reçois? Terminé. Fort et clair, Agincourt. 27,5. Les tentacules du Léviathan se sont formés derrière lui alors qu'il se lançait à la poursuite. Aidez-nous, s'il vous plaît, Jésus. 27,7. Écoutez-moi, nous nous dirigeons actuellement vers le nord-ouest à toute vitesse. L'Union sportive et sociale District of Columbia a été détruite. Nous... 27,9. 28. Désolé, répétez, terminé? La Columbia n'est plus là. Affirmatif. Le Léviathan a détruit l'Union sportive et sociale District of Columbia. Nous sommes maintenant... C'est quoi ce bordel? J'ai poussé les propulseurs de l'Agincourt à fond. Ils ont gémi et protesté, mais ils ont fait leur travail tout juste. 30 nœuds, 30,2, 30,3, même si l'océan lui-même semblait se déverser dans la bouche de cette chose par cargaison entière. Allez, ma belle, allez, allez, allez.
Ici Dixon à Agincourt. Confirmez la destruction de Washington District de Columbia. Terminé. 32 nœuds. Oui, monsieur. Le Léviathan a encaissé tout ce que le district pouvait lui envoyer, monsieur. Et ensuite, il a simplement englouti le navire. 32-5. 32-9. Balise localisée à Agincourt. Destroyer en route pour secours et engagement. Mon cœur s'est arrêté. 33 nœuds. Lavelle! Je sais. Dixon, tu es là? Capitaine Gilsey, n'engagez pas, monsieur. N'engagez pas. Je vous le promets, monsieur. Il n'y a rien d'autre qu'une putain de bombe nucléaire qui pourrait arrêter ce truc. Mettez les destroyers en sûreté. On vous y rejoindra. Négatif à Agincourt. Vous l'avez démasqué. On prend le relais. Guilty. Terminé. 34 nœuds et ça continue d'augmenter. Dixon, répondez. Terminé. Agincourt a volé admirablement. Mais le bruit et ses efforts l'ont fait gronder et trembler. Et il a nagé contre la force du courant. 34-7-35. Allez, ma chérie, viens. Viens. Dixon, ici à Agincourt, désengagez-vous immédiatement. Répondez. Répondez, bon sang. Le Léviathan avançait, que ce soit en se déplaçant rapidement ou en entraînant la mer dans son gouffre. Cela restait incertain et sans importance. Tout ce que je savais et tout ce que je voulais changer, c'était le fait qu'Agincourt était en train de sombrer, malgré un effort considérable pour mettre de la distance entre elle et son chasseur. C'était une course contre la montre et contre tout attente. Nous étions en train de perdre cette course. 36 nœuds. 36,1. Dixon, ici à Agincourt, répondez, psychopathes. Désengagez-vous. Chaque cadran, aiguille, manche et levier tremblaient sur leur support. Mes tympans vibraient et à l'étage, j'entendais la ville hurler de rage et frapper les côtés du pupitre de commande avec une clé. 37 nœuds. 37,3. Plus le Léviathan s'approchait, plus nous avions besoin de vitesse juste pour rester en vie. C'était comme être happé par la gravité au bord d'un horizon des événements. Un seul faux pas, une seule erreur, et nous étions condamnés. J'ai commencé à voir l'ombre de la gueule ramper sur le vaisseau. L'Agincourt était presque à pleine capacité maintenant. 39 nœuds, et ce n'était pas suffisant. Agincourt à Dixon, n'engagez pas le combat, je rép... Lavelle s'est arrêté en entendant les interférences. La masse du Léviathan a encore bloqué notre signal sans que nous puissions l'en empêcher. L'eau s'est engouffrée dans la gueule et l'Agincourt a été emporté avec elle, roulant sans défense et désespérément, ses propulseurs flamboyants de toute leur puissance et de toute leur force. Latner. La force de l'explosion d'un missile anti-sous-marin tiré d'un navire de guerre s'est sans aucun doute propagée à travers la mer et a semblé embraser tout l'océan. Le Dixon était arrivé. Une autre explosion a retenti et a secoué notre navire jusque dans ses fondations, et le Léviathan a changé de cap vers la surface à une vitesse démoniaque. Derrière nous, à peine à quelques centaines de pieds, nous sentions sa masse se déplacer. Des vagues sous-marines se sont déchaînées, puis ont englouti et submergé l'Agincourt, la faisant chavirer d'une quille à l'autre et la laissant presque retourner sur l'eau avant qu'elle ne se redresse à nouveau. Les explosions se rapprochaient, Lavelle, ne savent-ils pas que nous sommes ici en bas? Je ne sais pas. Ils ont peut-être perdu notre balise avec le signal radio. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils pensent qu'on est morts, ce bordel. Tu peux essayer de les rappeler? Je ne sais pas, je vais... Il y a eu un éclair puissant et puis... Les explosions n'étaient pas plus éloignées que la précédente, mais mes oreilles avaient maintenant du mal à les percevoir correctement. Tout était étouffé, tout flottait, mais... Ma tête, ma vision, je tâtonnais les commandes et en trouvais la moitié sans réaction. Les autres hurlaient. Quoi? Lavelle! Je me suis entendu crier. Lavelle, peux-tu contacter le Dixon? Je me trompais constamment dans les commandes.
Les cadrans, les affichages et les panneaux étaient éteints. J'ai tenté d'augmenter la poussée des propulseurs, mais seul le clic-clic-clic de la commande dans son logement me répondit. « Lavelle, tu es là ?» Les battements de mon cœur résonnaient plus fort que la bataille. « Lavelle. » Peu à peu, le choc s'est estompé, laissant place à quelque chose de pire. La peur. Lavelle. J'ai couru du poste de contrôle à l'échelle de la trappe et j'ai regardé en haut. Une goutte d'eau m'a frappé dans l'œil. Puis une autre. J'ai encore grimpé une fois de plus. En touchant le dernier barreau, ma main a glissé sur un liquide. Mais je l'ai saisi plus fermement et je me suis hissé dans le centre d'opération sous la trappe. Lavelle ? Il n'y avait pas de réponse. Bien sûr qu'il n'y avait pas de réponse. Lavelle était assis dans une position étrange contre le mur du fond, les yeux toujours fermés, et un peu de sang s'écoulait de son oreille droite pour descendre sur son épaule, où il était emporté par un filet régulier d'eau de mer provenant de la trappe tordue, filet qui devint un ruisseau, puis plusieurs. Les lumières vacillèrent encore. J'ai rejoint mon ami et me suis agenouillé près de lui dans l'eau. Lavelle est mon vieux, et tu m'entends ? Je n'ai entendu qu'un tout petit gémissement, à peine audible, mais il a vite été couvert par d'autres bruits, le rugissement de la bête. Et puis un autre, bien plus inquiétant encore que celui-là. J'ai entendu de l'eau couler en bas. Quand j'ai regardé par-dessus le bord, j'ai vu l'océan à l'intérieur de la sphère du pilote et il montait pour me rejoindre, mais je ne pouvais le voir qu'à travers un rayon de soleil qui traversait la trappe. J'ai attrapé une clé à molette. Lavelle, nous sommes à la surface. Je vois le soleil. Il est juste là, mon pote. C'est la maison. Reste tranquille, d'accord ? Je suis monté de 2 barreaux de plus sur l'échelle et j'ai frappé la trappe avec une clé à molette. Elle s'est légèrement soulevée. J'ai frappé de nouveau. 1 centimètre de progrès. L'eau a franchi le seuil de la salle des opérations. Lavelle a gémi. Tiens bon, mon grand, d'accord ? Je me suis hissé de nouveau. Les lumières se sont éteintes définitivement. Agancourt a vacillé et gémi alors qu'elle mourait. Allez, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, mon Dieu. La trappe a commencé à se plier un peu plus. La lumière du soleil s'est intensifiée et l'eau d'en bas avait maintenant atteint le milieu des bottes de service retournées de Lavelle. J'ai ressenti un soulagement. J'y suis arrivé. J'avais forcé un trou dans la trappe assez grand pour y passer une main. Mais ensuite, l'eau s'est engouffrée à l'intérieur à un rythme 2 fois plus rapide que la montée d'en bas. J'ai tourné la tête, descendu l'échelle et reculé en trébuchant alors que l'eau s'accumulait. Qu'est-ce que... J'ai levé les yeux depuis le trou et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris mon erreur. Nous n'étions pas à la surface. Nous étions simplement proches de la surface. Pas à plus de 30 mètres, mais encore beaucoup, beaucoup trop loin. L'eau a inondé la salle des opérations des 2 côtés et m'a projeté contre le mur à côté de Lavelle. L'océan s'est déchaîné contre nos coups et il nous a frappés par vagues, torrents et sauts entiers. Je ne pouvais pas respirer pendant plusieurs secondes, mais j'ai attrapé la main de Lavelle et il a serré de toutes ses forces, juste assez pour plier le bout de ses doigts autour de ma paume, puis nous avons commencé à flotter vers le plafond. Je suis désolée, mon grand, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée, j'ai essayé. Je n'entends plus d'explosions venant de la bataille toute proche. Juste le rugissement triomphant du Léviathan, le bruit de l'eau qui s'engouffre et mes propres respirations saccadées et tremblantes. J'ai pressé mes lèvres contre le plafond et aspiré tout l'air qu'il y avait à respirer. Puis j'ai senti Lavelle glisser sous la surface et l'eau se resserrer autour de ma poitrine. Puis elle a recouvert mon visage. Ensuite, une ombre est tombée sur les énormes hausses de la coque de l'Agancourt. J'ai ressenti un choc violent, un courant, puis...
Ils sont à l'intérieur. J'ai ouvert les yeux. Il me faisait mal et je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas quand c'était. En fait, je ne savais absolument rien, mais j'ai entendu des pas et j'ai vu une ombre. Et puis, j'ai senti quelque chose attraper mes épaules et me soulever. Un seau d'eau de mer est tombé sur ma chemise, mes cheveux et mon visage. Tout va bien, je suis la lieutenant Latner, c'est exact? Viens, ça va aller, on va te faire sortir, d'accord? Enseigne dit à la fin qu'on a un survivant. Oui, monsieur. Je ne sais pas ce que... Ce n'est pas grave. Lavelle? Qu'est-ce que c'est? Lavelle. Je ne me souviens pas, je n'y arrive pas. J'ai commencé à pleurer, des sanglots pitoyables, saccadés, déchirants et désordonnés. Hé, ça va, ça va. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ici? Et puis j'ai commencé à glisser. Et je le perds. Et puis tout est devenu noir. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. J'ai déliré pendant plus d'une journée. Mais une fois revenue à moi, on m'a tout expliqué et à mon tour, j'ai pu raconter mon histoire pour un rapport. D'après ce qu'on m'a dit, voici ce qui s'était passé. Le Dixon avait été détruit, perdu avec tout son équipage, ainsi que ses navires d'escorte et, bien sûr, le district de Columbia. Au total, la marine a perdu plus de 700 braves hommes lors de l'opération. Parmi eux se trouvait un lieutenant nommé David Scott Lavelle lors du jour le plus meurtrier de l'histoire de la marine en temps de paix. Mais j'ai aussi appris autre chose. D'après la marque d'impact le long de la coque détruite de l'Agincourt, il est évident qu'après avoir dévoré le Dixon, le Léviathan a percuté l'Agincourt et l'a projeté à la surface, où un autre navire, le destroyer Arleigh Burke Tecumseh, l'a trouvé roulant dans les vagues avec une écoutille brisée. La marine fera sans aucun doute des efforts pour étouffer cette histoire et expliquera ses pertes comme un échec catastrophique d'entraînement. Mais je ne participerai pas à cela, ni à aucun autre effort pour traquer le Léviathan. Non, cette histoire doit être racontée pour ces hommes disparus, pour Lavelle et pour toi. Comme le pilote du Tuscany avant moi, j'ai accepté le fait que cette chose là-dessous ne devrait pas être dérangée, pas plus que son habitat. Pour l'amour de Dieu lui-même, ne vous aventurez pas loin dans le gouffre profond et sauvage du Pacifique. Pour le bien de nous tous. Salut les gars, c'est Mortis, et merci beaucoup de m'avoir écouté. Je ne peux pas exprimer à quel point j'ai apprécié ça, et j'espère que vous aussi. Un immense merci à Mère Creepypasta pour la narration, et à Immunité Zéro qui nous a rejoints pour la deuxième partie. Les liens vers leur chaîne sont à l'écran de fin et dans la description, allez y jeter un œil et montrez-leur de l'amour. Ils le méritent vraiment, vraiment. Comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à exploser ce bouton j'aime et à vous abonner, sinon un zombie fraîchement libéré viendra manifester près de chez vous. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas vu la compilation de camping. Bon, les gars, je vais vous laisser et me reposer pour le moment. Restez géniaux et merci beaucoup pour votre soutien. Ça compte vraiment énormément pour moi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.